Nous allons commencer par le voyage au château de Miroménil et Nathalie Romatet, qui est la propriétaire du château de Miroménil, va nous présenter l'évolution de son potager depuis sa restauration majeure de 1945 et elle va vous montrer notamment le rôle des jardiniers, le rôle des relations propriétaires-chef jardinier dans cette évolution. Donc, si vous voulez bien, je passe la parole à Nathalie Romatet maintenant. Nathalie, c'est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Voilà. Hop. Alors, il faut que je puisse partager l'écran. Vous m'entendez tous? Absolument. Magnifique. Alors, je suis extrêmement honorée de pouvoir vous parler de Miroménil et de vous faire cette présentation. Alors, pour commencer, donc, je suis Nathalie Romatet et je m'occupe de Miroménil depuis 19 ans. Miroménil est un château de famille, est une maison de famille avant tout. Et je n'étais pas du tout destinée à arriver ici. Mais les hasards de la vie ont fait que finalement, nous avons été les seuls fous à lever la main il y a 19 ans en disant pourquoi pas nous. Euh, Pourquoi pas nous, c'était bien, mais ça voulait dire aussi nous occuper de l'ensemble de Miroménil, donc à la fois la maison, à la fois le jardin potager et en même temps le territoire de Miroménil. Alors, euh, pour rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, nous sommes en 1938. Bertrand et Simone de Vogüé, mes grands-parents, tombent sous le charme de Miroménil et ils s'y installent en 1939 après avoir fait de nombreux travaux. L'image que vous avez sous les yeux est la façade sud du château, hein, qui est la façade la plus ancienne. Alors, déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, Miroménil est occupé d'abord par les Anglais, ensuite par les Allemands et finalement par les Américains. Et 7 ans plus tard, Simone de Vogüé pense à replanter le jardin potager pour l'heure qui est totalement envahi d'orties, ce qui n'est pas le cas sur la photo que vous voyez jusqu'à maintenant. L'histoire du jardin potager qui est ici, que vous voyez, c'est une autre diapo. Il est complètement collé au château et il n'y aurait jamais eu de potager s'il n'y avait pas de château, évidemment, puisque le principe du potager était de nourrir les habitants du château. Rapidement, donc Miroménil, pour vous situer aussi les conditions géographiques qui sont certes hyper importantes donc, quand on parle de culture d'un lieu. Donc Miroménil est à 6 km du bord de la mer, à 10 km de Dieppe, et c'est un château qui est au centre de 200 hectares, c'est-à-dire qu'il y a des bois, 70 hectares, des champs, 100 hectares, et un parc d'environ 14 hectares. Donc ça, je vous ai déjà fait l'historique. Là, vous avez à gauche la vue du château, mais cette fois-ci côté nord. Donc, vous voyez qu'il est complètement différent. Façade nord, façade sud, on a le droit à pratiquement 2 châteaux différents. Hop, voilà, comme vous voyez. Le château est ouvert à la visite depuis 1960. Nous accueillons maintenant presque 30 000 visiteurs avec environ 4 000 scolaires. Il y a à peu près un événement par mois et en fait une grande saison. Voilà, ça, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, nous sommes au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Nous avons un plan magnifique. Vous voyez en bas de la diapositive ou presque le château, avec à sa gauche là, le jardin potager. Donc, il existe bien depuis très longtemps. Les murs datent du XVIIe. Il a un dessin qui n'est pas exactement celui qu'on retrouve actuellement, mais il est bien présent et sa fonction est toujours la même. Et voilà, là, vous avez 2 diapos. Donc là, vous avez un comparatif entre 1952 et 2022. Alors, désolé, hein, l'image de gauche est un peu floue, mais vous voyez que vous avez sensiblement, évidemment, la même géographie des lieux qui restait inchangée, hein, finalement, et même depuis le 18e. Et ça, c'est une des caractéristiques de Miroménil, c'est que géographiquement, vous avez la même répartition. Et le jardin potager est toujours à droite, là, cette fois-ci, sur la photo. Et vous voyez que finalement, il n'a pas vraiment changé. Donc, c'est la façon dont on l'a cultivé,
et les gens qui s'en sont occupés, qui ont évolué. Hop, donc ça, hop, on redescend. Alors, quand mes grands-parents sont arrivés à Miromesnil, grand-maman décide de remettre complètement le potager en état après la guerre. Et il est plein d'orties, il est plein de ronces. Et elle dessine un plan sur un modèle à la française et où elle mélangera ensuite des idées de jardin anglais. Elle explique que 3 personnes l'ont beaucoup aidée et encouragée. D'abord, le jardinier britannique du cimetière militaire anglais voisin, et ça, on peut carrément le saluer, et je crois qu'elle saluait d'ailleurs sa rigueur, hein, et qui a été le premier à lui donner des conseils et des fleurs, en particulier des encolis qui étaient magnifiques. La seconde personne était un jardinier de la ville de Paris, qui était ami de la gouvernante des enfants et qui venait passer des vacances à Miromesnil avec sa femme. Et c'est avec lui vraiment qu'elle a vraiment commencé à refaire ce jardin potager. Et la troisième personne que vous voyez à l'image est la princesse Tourza, qui est une des voisines de Miromesnil, une merveilleuse amie de ma grand-mère et une des grandes jardinières de ces temps-là, de cette époque. Alors, ça, c'est la diapositive. D'après, donc là, c'est une réunion de famille. Je pense qu'on ne peut pas dissocier Miromesnil de l'histoire de la famille, en tout cas actuellement. Certes, c'est un lieu privé, hein, ça n'est pas un lieu public qui est ouvert au public cette fois-ci, mais depuis très longtemps. Et là, je vous ai mis plein de petits cercles. Alors, au centre, vous avez grand-maman. OK ? En haut à gauche, c'est Gérard Louvet. Gérard Louvet a été jardinier à Miromesnil pendant de nombreuses années. Et il a été jardinier du temps de ma grand-mère et du temps de mon oncle. Donc, en haut, vous avez Gérard Louvet, entouré en bleu, et à droite, oncle Thierry, qui a repris le Miromesnil après la mort de grand-maman. Et tout en bas à gauche, là, cette espèce de petite fille avec sa robe à smoke, bien comme il faut, ben c'est moi. Voilà. Alors, donc, au tout départ, le plan du jardin est extrêmement simple. Vous avez 2 allées de gazon en forme de croix qui le divisent en 4 carrés où sont plantés les légumes, les fruits et les fleurs à couper. Ça, c'est extrêmement important, ce mélange. Et les allées de gazon sont environ d'1,50 m de largeur. Elles sont soulignées sur leur côté intérieur de bordures de fleurs. Fameuses mixed borders, n'est-ce pas? Les fleurs sont plantées dans un ordre strict, mais à l'anglaise par touffes. Et chaque touffe monte un peu sur le gazon de l'allée et beaucoup sur sa voisine, ce qui crée une impression de grâce, hein, et de naturel. Le blanc et le bleu sont des couleurs dominantes, mais il y a des notes de rose et de jaune pour éviter toute monotonie. Là, à gauche, vous voyez une photo avec grand-maman et ma maman. Et à droite, le fameux jardinier Gérard Louvet. Voilà. Voilà, là, on est en 1990. Finalement, on ne s'éloigne pas tellement de ce que je viens de vous décrire. Vous avez bien ces allées en croix enherbées au centre de la photo, avec les mix borders à droite et à gauche, et puis les carrés de légumes ensuite. Voilà, les fameuses rangées. Alors, parmi les fleurs, eh bien, il y a des campanules blancs, des véroniques, des anémones de couleurs très vives, des pensées, des encolis, bleuets, donc un vrai mélange. Et à l'intérieur, des carrés de légumes où poussent les poireaux, les oignons, les navets, les céleris raves et aussi évidemment toutes les herbes qui agrémentent la cuisine, sarriette, thym, fenouil, romarin, etc. etc. Dans d'autres carrés, vous avez des fraises, des framboises, et c'était important de garder des emplacements pour les fleurs, de façon à faire des bouquets de fleurs au printemps et à l'été, avec des lupins, des delphiniums, des roses, des pois de senteur, des glaïeuls et des dahlias. Donc voilà, encore une autre image. Là, on est toujours en 1990, hein, avec les fameuses rangées de légumes. Voilà, hop. Alors, vous voyez que les murs qui entourent le potager sont extrêmement importants. Ils sont donc entourés de briques qui sont roses ou rouges suivant l'éclairage du jour et qui offrent la possibilité de faire pousser de nombreuses plantes grimpantes. Une des gloires de Miromesnil a été la collection de clématites Young, notamment avec ses grandes fleurs bleues, grosses comme des étoiles de mer et qui conservent l'hiver leurs fruits surmontés d'une aigrette, n'est-ce pas?
Hein, la simplicité des légumes d'usage courant et la somptuosité des fleurs et plantes qui font leur écrin forment un contraste qui est assez surprenant et émouvant. Et grand-maman disait, j'ai toujours mis ce que j'aimais manger. Voilà, toujours grand-maman, qui est une vraie jardinière. Elle s'échappe dans le jardin tous les jours et elle supervise son entretien et organise les nouvelles plantations. Certains semis sont faits par elle. Moi, je me souviens notamment des semis de delphinium. Passer des heures entières à séparer ces petites graines, à tout mettre dans ces petits pots. C'était extraordinaire. Et l'influence des jardins anglais est importante à Miromesnil et beaucoup de plantes d'ailleurs viennent d'Angleterre. Elle disait, il existe beaucoup de secrets dans l'art du jardinage. Si je devais donner quelques conseils à ceux qui veulent créer un jardin, je leur dirais d'abord ceci. Allez, regardez chez vos voisins les plus proches ceux qui poussent facilement et tirez-en la leçon. Donc, l'idée de mélanger les fleurs et les légumes n'est venue que dans un second temps, une fois le potager qui a été bien mis en place. Donc, voilà, encore là, on est un an après, en 1991. Là, on passe toujours en 1997. Alors, c'est grand-maman qui a initié son chef jardinier, Gérard Louvet, dont vous avez déjà vu la photo tout à l'heure, aux semis délicats, notamment de graines qui venaient des Amériques, enfin des États-Unis, d'Angleterre et partout, lui transmettant aussi le savoir-faire d'un paysagiste canadien. Donc, grand-maman était vraiment curieuse, insatiable de connaissances, et elle adorait découvrir de nouvelles plantes qu'elle testait souvent dans son jardin. Elle apprécie évidemment les plantes qui sont parfumées et qu'elle les sème partout dans le jardin, ce qui permet comme ça de ponctuer ses promenades. Alors, on est un peu tard, un peu trop tard. Pardon, je repars en arrière et pour reprendre l'image de Gérard Louvet qui est ici. Gérard Louvet, il est arrivé en 1969 à Miromesnil à l'âge de 27 ans et il a pris sa retraite en 2004. Ça vous donne une idée de son laps de temps ici. Et grand-maman l'initie à la composition du potager qu'elle vient de restaurer à l'écossaise. Voilà. Et Gérard Louvet, les légumes du terroir, ils lui vont très, très, très bien. Et la préoccupation en général, c'est de prévoir et d'obtenir des harmonies de couleurs qui, par leur délicatesse ou leur audace, enchanteront les visiteurs. Gérard, le jardinier, n'a pas besoin de plan. Il a tout dans la tête. Du temps de la comtesse, dit-il, les légumes étaient si nombreux qu'on ne voyait plus la terre. À cette époque-là, il y avait aussi une trentaine de personnes qui passaient leurs vacances à Miromesnil. Il fallait nourrir absolument tout le monde. Ensuite, Gérard suit les directives de mon oncle Thierry, qui est ici, à la mort des grands-parents en 1993. Et Gérard dit, on n'est pas des maraîchers. Ici, les légumes viennent en leur temps. C'est-à-dire que même si la cuisinière débarquait dans le jardin potager pour lui demander une botte de petits radis ou tel légume, il expliquait que ce n'était pas possible. On ne pouvait pas non plus prévoir tout. Et voilà. Et alors, le principe aussi, c'est de faire des routes de légumes et de fleurs qui sont longues en gros de 10 à 17 mètres. Il dit donc, le Thierry, qu'il éclaircit les rangs de légumes et qui réduit les variétés de salades qu'il déteste voir monter. Alors ça, voilà les fameuses mixed borders qui n'ont pas vraiment changé. Et Gérard dit encore, du temps de la comtesse, je faisais pousser 7 routes de grosses fèves et du fenouil. Monsieur Thierry préférait les pissenlits et son épouse des artichauts de variété italienne. Ça peut vous paraître anecdotique tout ça, mais c'est vraiment ce qui du coup fait la composition du jardin, entre finalement les besoins du château et du coup le talent est ce que fera pousser Gérard. Oncle Thierry décrivait son potager comme un jardin extrêmement égoïste, pas technique, totalement sensuel et passionnel. À chaque rang, il s'animait en racontant l'usage qu'il ferait de chacun des légumes. La collaboration à cette époque-là entre le châtelain jardinier cuisinier et le jardinier est totale. Stéphane Clairet, qui est un autre jardinier, vient rejoindre le duo pour travailler au potager et c'est à lui que Gérard transmet la culture de ce potager. Voilà, toujours Gérard. Donc, vous voyez, on ne déroge pas à ces lignes complètes, parfois très denses. Par exemple, vous voyez la ligne des dahlias, là, qui sont installées dans le potager. Alors là, j'ai besoin de toi. Hop. Hop.
Alors, vous voyez, c'est une grande densité, toujours. Non, ça, c'est Jérôme. Non, non, c'est le premier. Tu peux mettre le premier? Celui-là? Non, ça ne marche pas. Alors, on va passer sur un petit film. J'espère qu'il ne sera pas trop compliqué à voir. Voilà. Alors, voilà, là, vous avez eu un film qui vous a permis d'avoir une idée, toujours des plantations extrêmement serrées les unes à côté des autres, avec ce mélange de fleurs, de fruits et de légumes. Alors, hop, là, vous avez encore d'autres photos avec notamment les mix borders. Hop, vous voyez, toujours ces groupes de fleurs. Et ça, c'est 2004. Voilà. Et là, on est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon oncle Thierry est mort et nous avons repris Miroménil en 2004. Donc, on était plein d'entrain, d'allant, d'enthousiasme, d'énergie et on n'avait surtout pas mesuré la renommée du potager de Miroménil. Et moi, j'avoue que je comptais sur le jardinier Gérard pour me guider. Et naïvement, je pensais que tous les matins, j'arriverais dans le potager avec mon petit carnet et que je lui demanderais, je lui poserais plein de questions en lui demandant, alors il s'est passé quoi? Est-ce qu'il y a la lune? Quelle est la terre? Qu'est-ce qu'il faut planter? Qu'est-ce qu'il faut semer? Comment est-ce qu'on s'organise? Etc. Ce qui me permettait d'avoir une bonne entrée en matière. La seule chose, c'est que malheureusement, au bout de 2 mois, Gérard a pris sa retraite. Voilà. Donc, il a fallu recruter quelqu'un. Et moi, je ne suis pas jardinière et je n'ai même pas la main verte. Donc, la seule chose qui me guide finalement dans ce potager, ce sont mes souvenirs, hein, les souvenirs de mon enfance, les envies, les découvertes, les choses amusantes, les plantes qu'on peut trouver qui interpellent, les associations de plantes, de couleurs. Et donc, il a fallu recruter un jardinier. Et je n'avais jamais recruté personne, et encore moins de jardinier. Et là, Jérôme Buisson est arrivé, avec des yeux bleus d'ailleurs magnifiques, une sensibilité à fleur de peau, et heureusement, il était un excellent jardinier. Et nous avons travaillé ensemble jusqu'en août 2017. Jérôme travaillait comme Gérard, vous allez voir. Hop. Alors, je vais vous repasser un petit film. Tu veux que je me mette sur le truc avant? Ben, celui-là. Voilà. Voilà Jérôme Buisson. Et puis, il y a également ce qu'on appelle les mix borders, les plates-bandes mélangées avec les vivaces et les annuelles qui ont été introduits dans les années 50 ici. Alors là, il y a de quoi complètement s'éclater, aussi bien en termes de variété de plantes qu'en termes de couleurs. Il y a des associations extrêmement précieuses et intéressantes et qui sont réalisées par le jardinier Jérôme Buisson. Il y a un jardin assez fleuri du printemps jusqu'à l'automne. Et à la fois, on a aussi des mix borders de plantes annuelles et vivaces pour accueillir le public. Donc, on essaye de garder le jardin un peu dans l'esprit jardin ancien de château. Donc, on a des fleurs qu'on retrouvait telles que les ignas, des mufliers, qu'on retrouvait un peu dans les anciens jardins. Et les légumes, c'est pareil, on essaye de garder les anciennes variétés pour justement faire connaître aux gens un peu ce qu'on avait. On a le chou de Saint-Saëns,
On a le radis noir de Cambrai. Les choux-fleurs, le poiré décoratif. On a le chou Red Bord aussi, qui est assez joli, à feuilles frisées, qui sert de décor, mais qui est aussi comestible. On essaye de garder un peu les légumes anciens oubliés et puis les légumes régionaux. Il y a une complicité. Moi je n'y connais rien. Je ne suis pas jardinière, ni de métier, ni de formation. J'ai juste des coups de cœur et voilà. Et lui est vraiment le technicien et l'artiste. Donc, ensemble, il est vrai que nous déterminons les fleurs, nous déterminons les légumes et on voit comme ça d'une année sur l'autre qui peut aller. Il a des idées un peu fixes, mais j'en ai aussi. Donc, on arrive comme ça à avoir des mélanges. Il trouve souvent dans une commande quelques surprises. Ce qui est vrai, je rajoute certaines fleurs qui me tapent dans l'œil et que j'aime bien. On peut introduire une fleur, voir la façon dont elle pousse. Et si effectivement elle se tient bien, comme le dit Jérôme, eh bien on a le droit de la garder. Et donc d'une année sur l'autre, comme ça, on peut arriver à avoir des nouvelles fleurs qui peuplent le potager. Je crois qu'il est très marqué, enfin c'est ce que je ressens, ce potager, par voilà, celle qu'il a créée, par grand-maman, et par mes souvenirs d'enfance ici. Il est vrai que j'ai eu envie de retrouver les fleurs que je connaissais petites, ça c'est sûr. Et en même temps, ouvrir aux nouveautés. Voilà, c'est une espèce de mélange. Et puis surprendre, amuser. Il n'y a rien de pire que la vie quand elle est triste. Voilà. Alors, donc, j'espère que vous avez réussi à voir quelque chose de ce film et que ça n'a pas été trop coupé. Mais je pense vraiment que ça vous a donné une idée de la collaboration que j'ai pu avoir, notamment avec Jérôme, pendant de nombreuses années. Alors, ensuite, au bout je sais plus, 15 ans, eh bien, finalement, Jérôme est parti et son départ a été un vrai tournant. Et il a fallu finalement encore et encore recruter un nouveau jardinier et trouver quelqu'un qui garde la même veine, on va dire, peut-être la même sensibilité, tout en lui permettant de pouvoir s'éclater dans le jardin. Donc là, vous avez là encore des images, cette fameuse allée engazonnée, toujours le principe des mixed borders à gauche et à droite et les 4 grands carrés. Et nous avons recruté Cyprien Védrenne, qui est arrivé de l'école du paysage de Versailles. Plein d'allant, plein d'entrain, plein d'énergie, je pense aussi. Mais voilà, Miromesnil n'est pas Versailles, certes. Et surtout, beaucoup moins au point de vue conditions météo. Moi, je lui ai là encore fait complètement confiance, partant toujours du même principe. Je ne suis pas la technicienne. Par contre, bah, faut que ça marche, quoi. Hein. Alors, donc, je vous ai mis un certain nombre de photos qui vont défiler. On a commencé à cultiver les choses un peu différemment, d'autant plus que Cyprien n'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec une amie qui s'appelle Ilona Kerel. Alors là, je vous ai montré aussi dans la petite serre tous les semis que nous faisons, parce qu'un des principes de Miromesnil, normalement, c'est de ne pas acheter de plants. Donc, on travaille sur des semis qui sont effectués dans une toute petite serre, et ensuite, on peut repiquer les choses. Alors, évidemment, ça donne du travail, certes, mais voilà. Alors là, vous avez toujours les routes, etc. Donc, vous voyez, toujours ce mélange. Alors là aussi, on a les plantes aromatiques, les légumes. Et alors, je vous ai dit Cyprien n'était pas arrivé seul, il était arrivé avec une amie qui est venue au départ lui donner un coup de main parce que c'était un peu juste. Et puis finalement, Cyprien est parti et c'est Ilona qui est restée. Et là, Ilona, pour vous d'un certain âge, on a sensiblement d'ailleurs le même âge,
Ilona a travaillé dans un certain nombre de grands potagers et a une belle personnalité. Voilà, elle a autant de personnalité que de talent, ce qui vous donne une idée. Là, par exemple, dans le jardin potager, dans le carré du fond, elle avait décidé de faire un carré des géants et donc de dessiner une forme dans le carré et de faire pousser en hauteur des maïs, des tournesols, des renouées. Vous savez, la fameuse renouée Kiss Me Over the Garden Gate, etc. Et sur le sol, tout ce qui était cucurbitacées, etc. Génial, ça a eu un succès fou. Sauf que l'année d'après, Ilona, elle n'a pas du tout eu envie de recommencer. Donc, évidemment, visuellement, c'était plus compliqué à gérer tout ça. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à l'arrosage, puisque tout le monde s'y met, y compris le week-end. Ça, c'est ma fille Margot et un de mes neveux. Voilà, c'est pour montrer à quel point, même le week-end, eh bien, nous prenons soin de ce jardin. Donc, je défile un peu plus vite les photos. Voilà, hop. Là, vous avez une des allées engazonnées où au départ, il y avait des delphiniums. Et ben, les delphiniums, au bout d'un moment, ayant épuisé la terre, il a fallu changer. Donc ça, c'est le genre de changement qu'a apporté Ilona. On retrouve quand même le bleu qui était important, mais on a forcément évolué. À droite, sur l'autre photo, l'autre diapo, vous avez ces fameuses allées engazonnées, mais cette fois-ci, on a ajouté des planches de bois pour faciliter la découpe de l'herbe. Là encore, on a commencé à évoluer. Le principe a été d'entendre aussi tout ce qu'on pouvait faire pour faciliter le travail et le faire évoluer. Voilà Ilona, entre autres. Et une évolution du potager. Alors évidemment, les végétaux poussent, ça c'est certain. Et je pense que depuis grand-maman, on a quand même beaucoup avancé. On a gardé les chouettes de bord qui sont importants. Et là, vous voyez, Ilona et Cyprien étant partis, c'est Nicolas qui est arrivé. Mais là, c'est un saisonnier et qui permet de cultiver le potager. Sur la diapo du haut, vous voyez aussi qu'il y a des lignes plus jaunes. Ça, c'est une chose qui a été apportée dans le potager, c'est-à-dire qu'on a paillé le sol. Alors, pas que avec de la paille, rassurez-vous, au secours, mais avec de la paille de lin et avec d'autres éléments, de façon à préserver l'humidité et en même temps à pouvoir enrichir la terre. Bon, c'est quand même magnifique, non? Hein? Je ne peux pas m'empêcher de vous passer des photos parce que quand même, c'est quand même superbe. Hop, voilà, les petits semis qu'on a conservés. L'histoire d'Ilona aussi, c'est qu'elle fait beaucoup de semis presque à la volée. Hein, et que finalement, elle a dit aussi que quand elle semait un peu à la volée, notamment les pavots, on a eu beaucoup de pavots magnifiques, extraordinaires, ben, ils ne poussaient pas toujours à l'endroit où elle avait envie que ça pousse. Mais que finalement, s'ils poussaient ailleurs, c'est qu'ils étaient confortables et que du coup, ils pouvaient bien prospérer comme il fallait. Et que finalement, ben, ce n'était pas plus mal. Diapo de droite, vous avez là encore des clématites. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille que j'essaye de préserver. Et finalement, toujours d'autres visions. Alors là, sur la diapo du haut, vous voyez que mes mix borders, elles ont un petit peu évolué. Donc, on n'a plus tellement les petites plantes au ras du sol, on va dire, puis des moyennes et puis des grandes, mais une espèce de composition assez dense, souvent avec des associations de couleurs et de plantes qui sont absolument magnifiques, mais on s'éloigne quand même des mix borders de grand-maman. Là, c'est certain. Voilà, là, vous avez l'allée principale, l'allée enherbée, engazonnée. Voilà. Hop. Je continue. Une des nouveautés qui a été introduite dans le jardin potager, ça a été aussi la vente de plants à côté de la serre. On a des endroits où vous voyez, ben, voilà, vous avez des étiquettes, des prix, et où les gens peuvent donc maintenant acheter des plants de Miroménil, ce qui est pas mal du tout. Hop, voilà, ça c'est la lumière du soir, pardon. Voilà, alors encore d'autres photos. Je passe un peu vite, j'essaie d'avancer, parce que je pense que j'ai cramé mon timing. Voilà. Alors, une des choses qui a été apportée aussi par Ilona, c'est qu'on n'est plus sur des routes
complètes, mais parfois on a des planches et des demi-planches. Et au lieu d'avoir une très grande rangée de carottes, eh bien, vous avez une partie de carottes, je vais dire n'importe quoi, une partie de betterave et une partie de chou. Finalement, donc on a une organisation visuelle également du potager qui change. Ça, ce sont des photos que j'ai été prendre il y a 2 jours, où vous voyez donc une partie de paillage. Vous voyez toujours les delphiniums, qui sont une des choses quand même qui restent de grand-maman, et le fait qu'ils soient étayés par des branches de hêtre, qui sont des bois, ça c'est absolument essentiel, et c'est une façon quand même de préserver l'histoire du potager. Vous voyez aussi sur la diapositive d'en bas, il y avait certes 2 allées engazonnées en croix, mais aussi des allées en terre. Une des choses aussi qui a été changée parce que par Ilona, ça a été de mettre des copeaux de bois sur la terre. On a un problème à considérer qui est notamment l'évolution du climat qui fait que maintenant on peut avoir des étés extrêmement secs, d'où l'histoire de l'apport du paillage et de la façon de voir les choses différemment, mais également des pluies qui s'abattent et qui font que ça devient un terrain de gadou monstrueux. Donc le principe aussi est de faciliter les choses. On a gardé notre petite serre toujours les semis, évidemment. Et là, vous avez une vision du potager en hauteur. Voilà. Alors ça, c'est une des dernières diapos et qui pour moi est aussi assez importante et qui est l'intervention, l'explication du potager par Ilona. Miromesnil se visite, c'est ouvert à la visite depuis 1960. Les gens viennent le visiter à la fois pour le potager, en même temps parce que le célèbre écrivain Guy de Maupassant est né à Miromesnil ou parce que c'est un château qu'on vient visiter. Et là, chaque année, nous accueillons des nouveaux guides qui accompagnent les visiteurs, qui leur racontent des histoires et qui les font voyager dans le temps. Ils n'ont pas tous cette sensibilité du jardin potager. Et donc, on a fait une réunion. Là, il y a un mélange de guides et de jardiniers et avec des explications qui sont données par Ilona dans le jardin potager pour que chacun puisse comprendre et s'approprier les choses et raconter des histoires. C'est toujours la même chose. Avoir quelques notions techniques aussi, c'est super important pour que quand les gens puissent avoir des questions, ils puissent les poser. La place des jardiniers, elle est souvent dans le potager, notamment quand il y a des visites, de façon à ce qu'ils puissent répondre aux visiteurs. Certes, pas toute la journée, on est bien d'accord, mais c'est aussi ce contact et cette relation entre les visiteurs et les jardiniers qui est super importante, qui permet aussi de valoriser leur travail, qui est essentiel. Et puis, parfois, quand on explique des choses à d'autres personnes, c'est vrai voilà, ça met en valeur le savoir-faire et c'est absolument essentiel. Donc, je terminerai en disant, finalement, à Miromesnil, il y a plusieurs jardiniers qui se sont succédés, mais aussi plusieurs propriétaires gestionnaires depuis sa remise en route. Le principe premier du potager a toujours été respecté, c'est-à-dire produire pour nourrir les habitants des lieux. La particularité de Miromesnil, qui est vraiment un mélange de fleurs, de fruits et de légumes, prime vraiment maintenant. Et la vision et le talent de ceux qui se succèdent le modèle. L'évolution des formations, des mentalités chez les jardiniers est à prendre en compte. Certes, on apprend à tailler les haies, mais plus à travailler dehors en pleine terre. Et la valorisation, l'épanouissement a pris une place très importante pour eux, notamment depuis l'essor des réseaux sociaux. Passer sa vie dans un unique lieu n'est plus courant, surtout en tout cas actuellement. L'évolution du climat et des techniques de culture est également à prendre en compte. Et la personnalité des gestionnaires propriétaires est essentielle. Faire confiance, laisser la liberté au jardinier de s'épanouir, lui laisser la possibilité d'exprimer sa part créative. Mais je pense qu'on est là aussi pour être les gardiens de l'histoire du lieu et de sa sensibilité et de faire en sorte que certaines choses que les gens qui viennent depuis des années aiment persistent et existent toujours. Le mot humilité vient du latin humus, qui signifie la terre, le sol. Et je suis certaine que vous comprendrez, vous qui travaillez cette terre, que je termine cette conférence sur ce simple mot qui est
humilité. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une chose dont on peut discuter, hein, qui est une question qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai abordé cet exposé du point de vue du propriétaire et un peu de celui du jardinier. J'ai longuement discuté avec Ilona. Mais quid des visiteurs? Un vrai sujet existe. On peut trouver dans des livres, des articles, des photos du potager de Miroménil du temps de grand-maman, mettant en lumière les mixed borders, les delphiniums, qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Quelle sera la réaction de certains en découvrant l'actuel potager? Il y a des visiteurs actuellement qui sortent du potager en larmes, tellement ils sont touchés. Mais ce potager ne ressemble plus vraiment à ce qu'il a été. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser la liberté aux jardiniers de s'éclater, poser des limites, éviter tout changement, ou comment composer? Et je me permettrai donc de terminer sur ce point de vue en disant, voilà, nous ne sommes pas un jardin historique. Ceci dit, depuis 100 ans, il est cultivé. Quelle est la façon d'avancer? Et je pense que c'est intéressant de se poser la question. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà. Excellent, excellent. Alors, j'arrête On le a, partage. Voilà. on a une dizaine de minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent de là? Il y avait une question sur le nombre de jardiniers que vous avez au Alors, total. actuellement, il y a, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Il y a Nicolas qui est en CDI à temps plein. Ilona, que j'ai présentée comme une des papesses des potagers, qui vient à mi-temps, parce que ben, financièrement, c'est comme ça. Voilà. Et puis, nous venons d'engager le troisième, qui s'appelle Clovis, qui a été saisonnier pendant 5 mois. Et nous avons pris la décision de l'engager pour pouvoir éviter trop de retard. Et surtout, voilà, on a des gros travaux à entreprendre à la fois dans les bois et dans le potager. Et on avait besoin d'avoir plus de main-d'œuvre. D'accord. Merci. D'autres questions? Il y a une question de Benoît. Vous pouvez le Alors, lister, Michel? Oui. Je peux la lire. Il écrit: Bonjour, superbe. Question technique. Vos choux m'emplissent de jalousie. Pas de pyramide, point d'interrogation. Vous traitez, point d'interrogation. Vous amendez les sols ou pas? Merci. voilà, j'ai bien dit que j'étais pas jardinière, moi. Mais bon, moi, j'ai bien appris aussi qu'une des seules façons de préserver les choux et tout ça, c'était les doigts, n'est-ce pas? Et que c'est comme ça qu'on enlevait. Je me souviens d'une conférence qui était donnée à Alix, tu sais, par ce merveilleux jardinier que tu aimes tant, là, qui fait des courgettes et des courges et des extraordinaires. Bref, et qui nous avait bien dit que tous les traitements de la terre étaient certainement intéressants, mais que le plus simple, c'était d'enlever tout ça avec les doigts. Alors oui, nous traitons, on met pas mal de miam-miam bleu, n'est-ce pas, de petites graines anti-limaces et autres. Il y a une époque aussi où Monsieur Mallet, le fameux papa des choux de Saint-Saëns, nous avait dit de mettre des ficelles bleues, parce que les oiseaux n'aimaient pas le bleu. Et puis, on mettait évidemment soit des espèces pas d'éventail, mais de choses en plastique qui volaient et qui évitaient que les oiseaux ne puissent se poser. Mais voilà, mais on l'a moins fait cette année. Et je pense qu'il va falloir le reprendre parce que cette année, on a eu beaucoup, beaucoup d'eau chez nous. Ça a été une horreur. On n'a pas eu d'été, hein, pour être honnête. Et donc, beaucoup, beaucoup du coup d'escargots, de limaces et autres. Le jardinier auquel tu fais allusion doit être Xavier Mathias, j'imagine. Merci. Voilà, pardon. Exactement. Tout à fait. Ça, Et le miam-miam bleu, c'est la bouillie bordelaise? c'est les petits grains bleus. Ah, les grains bleus anti-limaces. Oui, anti-limaces. Si quelqu'un a un truc anti-mulot, je prends, mais grave, parce qu'on est infesté de mulots. Une des évolutions dans le potager, ça a été que nous avons labouré beaucoup moins profond. C'est-à-dire que quand Ilona
est arrivée. Et en gros, elle m'a expliqué que la densité de vers de terre au centimètre carré était juste nullissime et que ça, ce n'était pas possible. Et donc, il fallait qu'on change ça, ce qui a d'ailleurs été fait. Du coup, au lieu de labourer très profond, on a labouré beaucoup moins profond et on gratouille. Alors, ça, c'est merveilleux. Sauf qu'actuellement, en tout cas, on a un énorme problème de mulot. Donc, en dehors de mon chat qui commence à prendre des kilos, je ne sais pas très bien comment enlever tous les mulots. Ah, il y a une autre question, je ne sais pas si tu avais répondu avec le nombre de jardiniers, c'était quelle était la surface du potager? 250 mètres carrés. On est sur 2500 mètres carrés, pardon. On est sur un quart d'hectare. Et il y a une autre question qui demande pour les semis hâtifs, la serre est-elle chauffée? Alors oui, tout à fait. La serre a une pièce d'eau, évidemment, dans le fond, et puis elle est chauffée. Il y a parfaitement un système de chauffage, mais c'est une toute petite serre et qui se transforme en HLM de serre. Donc on est en train d'essayer de mettre en route un second espace où on pourrait stocker, en tout cas les semis un peu plus grands. Mais pour l'instant, oui, on jongle pas mal avec cette petite serre. Voilà, il arrive deux réponses contre les mulots, qui sont effectivement un problème majeur, je crois, dans beaucoup de jardins. Un dit c'est la grelinette, Ouais. et surtout pas de rotavateur qui crée un fond dur. Et quelqu'un d'autre répond qu'il met des pièges. Bon, pas génial. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, très bien. Lucie? No, no. No, I don't think so. J'avais une question, moi, dans ce cas, sur quelles sont les compétences que tu trouves pour tout ce qui est taille des arbres fruitiers? Parce qu'il y a des très vieux arbres fruitiers dans ce potager. Qui les taille? Comment est-ce qu'ils ont été formés? Alors, qui les taille? Je sais que Ilona les taille pas mal. Évidemment, je me souviens d'une des premières journées techniques des potagers de France, à la taille en gobelet. Notamment, je ne sais pas si tu te souviens de vieux cognaciers qu'on avait domptés. C'était terrible. Mais après, ça a été très bon. Donc là, c'est le cas. La vigne, on a travaillé une fois avec Dominique Cousin du Vaste Rival, qui est venu donner des cours de formation de taille, enfin des cours de taille ici. Voilà, mais on a une abondance de pommes, de poires, un peu suivant les années. Les poiriers sont tous sur le mur côté sud du potager, mais là, les poires sont beaucoup mangées par les frelons. C'est une catastrophe. Il y a une autre Comment question. vous voyez? Il y a une double question, pardon. Double question qui demande comment est-ce que tu amendes les sols? Alors, fumier, évidemment, 3 ans d'âge cheval, hein, le meilleur. Comme toujours, ça depuis toujours. Donc, on récupère beaucoup de fumier où on peut, là où on peut, qu'on fait mûrir quand il est trop frais. Et ça, très important. Du compost. Alors, au départ, grand-maman faisait faire son compost sur les conseils de la princesse Tourza, c'est-à-dire qu'on avait des feuilles séchées et du gazon coupé, et tout ça a été remué en fait au pied des talus de hêtres. Et puis, en fait, bah oui, ça fait faire du travail, c'est certain. Donc, on a un peu abandonné tout ça et on se fournit en compost. J'ai un problème de millimétrage. Et surtout, j'ai l'impression que ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de cochonneries dans le potager. Ça, c'est un vrai sujet. Mais du coup, ça donne une terre noire absolument magnifique. Voilà. Et puis, à certains endroits, donc, on a aussi je ne sais pas si vous avez vu sur les diapos, des lasagnes. Et donc, où on met beaucoup de choses qui se décomposent au fur et à mesure, ce système de décomposition, et qui vont permettre ensuite d'enrichir les plates-bandes ou les carrés. Il est certain aussi que je pense que le paillage et le fait de rajouter ou des feuilles séchées ou des feuilles mortes, etc., permet aussi d'enrichir le sol. Ça va?
comme réponse? C'est très bien, c'est très bien, c'est une très bonne réponse. Une dernière question, Alix? J'ai rien d'autre pour le moment dans la discussion. Comment vous voyez le futur de votre potager? Vous allez continuer à laisser l'imagination de votre de vos jardiniers, et puis tout en, tout en donnant certaines limites? Alors, en fait, je voulais vous remercier infiniment parce que vous m'avez obligé à reprendre vraiment tous les documents. En fait, j'ai farfouillé dans toutes les photos de la maison, dans tous les magazines. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est de voir l'évolution des documents. Donc, je suis passée de photos à des journaux, à de la presse, ensuite à des émissions de télé, à des drones. Donc, vraiment, on a une évolution, ça c'est passionnant. Mais ce qui m'a passionné surtout, ça a été de retrouver les articles avec les extraits d'interviews de grand-maman et qui expliquaient pourquoi et comment elle avait fait. Et puis de comprendre peut-être ce qui pouvait éventuellement me gêner dans le potager actuellement. Ça, c'est intéressant. Et de voir effectivement que quand je suis une bourrique, hein, ça vous l'avez compris, sinon on ne serait pas là. Mais de voir du coup ce à quoi on tient. Et donc, ce qui est important. Et voilà. Alors, un potager, je vais pas une marotte, mais certes, c'est important qu'ils puissent nourrir la famille. Pour les visiteurs, c'est quelque chose comme de l'orfèvrerie, hein. On n'est pas sur du parc, j'ai rien contre les parcs, mais là, je veux dire, on est vraiment sur quelque chose de magnifique, de précis, de beau. Oui, je pense que Ilona, le travail d'Ilona est magnifique. L'émotion des visiteurs est juste extraordinaire quand ils repartent et qu'ils pleurent. Je veux dire, quand ils vous parlent du potager ou quand ils reviennent l'année d'après, ça m'est arrivé la semaine dernière avec un album photo en disant regardez ce que j'ai fait comme photo chez vous, c'est magnifique. Je pense, on y a beaucoup pensé parce que évidemment, ça a des coûts qui sont monstrueux, les coûts de la main-d'œuvre et tout ça, enfin, c'est dingue. Mais on ne peut pas dissocier, et je pense que Miroménil, l'image de Miroménil est indissociable du potager. Et alors, à moins de complètement changer de choses, mais je pense qu'on a aussi des chambres d'hôtes dans le château. Et quand les gens me disent, écoutez, moi, je me suis levée plus tôt pour aller voir votre potager au lever du soleil et c'était juste extraordinaire, et ben voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on peut offrir à nos hôtes. Et on préserve absolument l'histoire d'un lieu avec une maison, avec un potager. Et surtout, on accueille, ça je ne l'ai pas assez dit, mais 4000 scolaires. On a un jeu de piste pour les tout petits, là, où on met un pot de ketchup à côté des tomates et autres, mais simplement pour leur expliquer que tout ce qu'on mange pousse bien quelque part. Et je pense que oui, il faut garder ça, en tout cas de mon vivant, comme dirait l'autre. Oui, oui, je pense que ça, c'est important. Maintenant, ça dépendra aussi des jardiniers qu'on arrivera à trouver. Ilona s'éclate à Miroménil. Elle me l'a redit la semaine dernière parce qu'il y a des fleurs, parce qu'il y a des légumes, parce qu'il y a un parc, parce qu'il y a un bois et parce qu'à son âge, elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit et qu'elle a un terrain de jeu magnifique. Tant mieux. Maintenant, si jamais un jour il en a pas, je ne sais pas. On verra ce qui se passera. Pour l'instant, en tout cas, on est au jour le jour et on profite de ce qu'on a. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Je vous pour en votre prie. patience. Merci pour votre patience.